invitée Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre de la Transition écologique. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Le budget 2025 voté, oui, 49.3, il n'a pas été voté. Il est passé grâce au 49.3, motion de censure cet après-midi. Apparemment, le gouvernement sera maintenu en place, vous aussi donc, pas de censure, sursis pour le gouvernement. Ce budget, regardons-le de près. D'abord, l'adoption du budget permet le dégel des crédits pour la transition écologique. Ça, on est bien d'accord, hein, Agnès Pannier-Runacher. Tout à fait. Il faut avoir en tête que la censure a bloqué à peu près 90% des actions du ministère de la Transition écologique. C'est-à-dire le budget de janvier, sur ces actions, c'est 0. Et donc ça, c'est la conséquence de la censure. Bien. Entre 2024 et 2025, 2 milliards 100 millions en moins pour l'écologie. Pourquoi ? Ce n'est plus une priorité ? Alors ça, c'est faux. C'est un chiffre qui circule, qui est porté évidemment par la France Insoumise. Oui. En réalité, le budget, il est en augmentation par rapport à 2024. Il est en augmentation très précisément de 300 millions d'euros. Et je veux préciser dans quel cadre, en fait... 300 millions. 300 millions d'euros par rapport à 2024. Et je compare bien au budget 2024, lequel avait énormément augmenté par rapport à 2023. Donc ça, c'est important de le dire. En revanche, sur un certain nombre de sous-enveloppes, il y a des réductions. Oui, je les donne. Vous allez commenter. Aide à l'achat de véhicules électriques, divisé par 3. Ça c'est l'effort le plus important dans le budget. Il faut comparer à l'Allemagne qui a remis à 0 ses aides aux véhicules électriques, mais c'est le véritable effort du budget. Donc on achètera moins de Tesla, quoi, en France. Il faut surtout acheter des voitures produites en France. Il y en a maintenant beaucoup plus. Donc on mettra des droits de douane sur les Tesla, d'ailleurs. Mais vous savez que nous avons mis une éco-conditionnalité, que les voitures qui sont produites dans des conditions différentes environnementales à l'autre bout de la Terre, effectivement, n'ont pas accès au bonus. Et ça, c'est une mesure que j'ai portée l'année dernière. Bon, baisse des aides aux énergies renouvelables. Ça, c'est faux. Bien d'accord. C'est faux. Ça, c'est faux. C'est une augmentation de 4,5 milliards d'euros. Donc, vous voyez, c'est important de savoir exactement ce qu'il y a dans le budget. Les comparaisons que font LFI, c'est des comparaisons qui sont liées à... C'est une baisse sur une augmentation. Donc il y a bien une augmentation... porte-parole de LFI, une augmentation de 4,5 milliards d'euros. Oui, mais moi je dois lutter contre les infox. Vous avez raison. Mais forte baisse du programme d'aide aux particuliers pour la rénovation thermique des bâtiments. On est bien d'accord, MaPrimeRénov'. Alors, là, on est d'accord. Ça, il faut préciser, Jean-Jacques Bourdin. 4 milliards en 2024, 2 milliards 3 en 2025. Je vais préciser les choses. Oui. En 2024, on a eu un budget de 4 milliards d'euros qui a été immédiatement annulé en février. Donc en réalité, l'enveloppe sur MaPrimeRénov' est en augmentation par rapport à l'enveloppe qu'on a consommée en 2024 de 200 millions d'euros. Elle est en augmentation par rapport au consommé, pas par rapport au budget. C'est vrai que par rapport au budget, elle baisse. Mais ce budget, on ne l'a jamais vu. Moi, j'ai eu des annulations quasi immédiates quand l'année a commencé, parce que vous savez que sous le Premier ministre Attal, on avait annulé 10 milliards d'euros de budget, et une des grosses enveloppes, c'était MaPrimeRénov'. Le fonds vert, qui devra financer le plan vélo, ce n'était pas le cas auparavant. Exactement, ça c'est un arbitrage que j'ai gagné. D'ailleurs, le plan vélo, de 150 à 50 millions. Oui, alors le plan vélo baisse, effectivement, mais nous avons une augmentation, pas du fonds vert par rapport au budget, mais du fonds vert par rapport à ce que nous avions initialement prévu. Il a été sauvé d'ailleurs, ce fonds vert. Hein, Exactement, on s'est battu pour cela, et c'est vrai que le Parti Socialiste a été particulièrement actif pour demander à ce que le fonds vert soit maintenu, voire renforcé. Pourquoi ne pas avoir supprimé certaines agences de l'État, et notamment des agences qui travaillent sur des sujets environnementaux ? Parce que ces agences sont utiles, en fait. C'est-à-dire que il est de bon ton d'accuser les agences d'être coûteuses, mais la réalité, c'est que l'argent qui est dans le budget de ces agences, c'est de l'argent pour des projets. Je prends l'exemple de l'ADEME. Oui, l'ADEME, parlons-en de l'ADEME. C'est 3,4 milliards d'euros de budget. Oui. 92% de ces 3,4 milliards d'euros. 92% de ces 3,4 milliards d'euros vont directement pour financer des projets. Alors quels projets ? Eh bien, par exemple, des réseaux de chaleur qui permettent de baisser
le coût du chauffage des Françaises et des Français. Par exemple, le changement d'un four dans une industrie qui permet à l'industrie de maintenir ses emplois en France. C'est l'essentiel des crédits de l'ADEME. Et je pense que c'est important de le dire parce que, évidemment, il y a des arrière-pensées. Beaucoup de gens attaquent l'écologie au moment même où nous enchaînons des aléas climatiques, des inondations, des sécheresses, des tempêtes. Oui, aux États-Unis, évidemment, aux États-Unis. Pas seulement aux États-Unis. Enfin, c'est une tendance. Jean-Jacques Bourdin, allez parler aux Bretons qui sont les pieds dans l'eau en ce moment. Oui. Allez parler aux habitants du Pas-de-Calais qui ont subi 4 inondations successives l'écologie plombe l'année notre dernière. Compétitivité. J'entends ça, je lis ça. Oui, moi j'entends surtout que l'écologie est l'unique réponse au dérèglement climatique. Et je veux dire ici que ce n'est pas l'écologie qui fait baisser les rendements des agriculteurs. C'est l'impact de la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales ou des inondations dans les Hauts-de-France. Je vais revenir Donc sur vous le voyez rôle. bien, non mais je pense que c'est important qu'on le dise. Bon, vous avez aujourd'hui des responsables politiques qui attaquent l'écologie, alors que le problème qui pèse sur le pouvoir d'achat, le prix de l'alimentation qui augmente, l'huile d'olive, le café, le chocolat, le cacao, en réalité, c'est pas les normes écologiques qui pèsent sur ça. C'est le fait tout simplement qu'on a de mauvaises récoltes. Et pourquoi on a de mauvaises récoltes ? Parce que vous avez climatiques. Exactement. Merci de le souligner. Et quand je parle d'augmentation, je prends l'huile d'olive, c'est 45% d'augmentation. Donc c'est pas l'épaisseur du trait. À un moment, un certain nombre de partis d'extrême nous poussent à ne plus agir sur l'écologie, alors que l'écologie, c'est la protection des Françaises et des Français contre ces inondations, contre la perte de leur patrimoine, contre la pollution qui a un impact majeur sur leur santé. Mais alors parfois, évidemment, c'est dévoyé quand je vois l'ADEME qui nous parle de ne pas laver nos vêtements, qu'on les lave trop souvent. Bon, c'est pas nouveau, hein. Cette recommandation de l'ADEME, c'est pas nouveau, ça a été ressorti. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que. Mais bon, c'est quand même une recommandation de l'ADEME. Les gens ne comprennent pas. Ça ne sert à rien de dire cela. Alors, franchement. Contrairement à ce que vous dites, dans les enquêtes que nous avons et les retours des Françaises, vous savez qu'on a fait des concertations sur la planification écologique, beaucoup de Françaises et de Français demandent des conseils pratiques. Alors, je veux vous rassurer, l'ADEME, elle fait pas des études particulières. Elle fait des petits guides qui constituent vraiment une partie mineure de son activité. Mais ça aurait été l'UFC Que Choisir qu'aurait sorti le même guide, tout le monde aurait applaudi. Là, il se trouve que c'est l'ADEME, donc on va expliquer que l'ADEME nous demande de ne pas laver nos vêtements. C'est pas ce que raconte l'ADEME. Elle donne des trucs, des astuces, de bon sens, et elle le met dans un guide à l'usage de ceux qui sont intéressés par le sujet. Et ça va pas plus loin que ça. Et vous le dites vous-même, là aussi on est allé ressortir quelque chose qui date d'il y a 5 ans pour 2018. Essayer aujourd'hui de remettre en cause l'action écologique du gouvernement. Et moi je veux le redire, pas d'action écologique, pas de transition écologique, comment fait-on face aux inondations, face aux sécheresses, face à tous ces événements qui sont réels, qui ne sont pas une vue de l'esprit. L'Office français de la biodiversité, 3-4 000 contrôles administratifs d'exploitation agricole par an, 1% des exploitations. C'est très peu, hein. Un contrôle tous les 100 ans pour les agriculteurs, ou 120 ans, oui. Certaines inspections d'agents de l'OFB relèvent de l'humiliation et de la faute. C'est vrai ? Alors, c'est vrai ou pas ? Je pense que ça, il faut éclaircir et expliquer à ceux qui nous écoutent. Je rappelle, qui a dit cela déjà ? Rappelez-moi qui a dit cela. Jean-Jacques Bourdin, vous savez très bien qui a dit cela. Bon, François Bayrou, je le précise. Mais est-ce vrai ou pas ? Est-ce qu'il y a parfois de l'humiliation et de la faute de la part des offices, des agents de l'OFB ? Je pense surtout qu'il y a une incompréhension. Oui. Lorsque vous avez les agents de l'OFB, c'est les héritiers, ça existe depuis des centaines d'années. Ce sont les héritiers des gardes-chasse et des gardes champêtres, tout simplement. Et à ce titre, parce qu'ils contrôlent des gens qui sont armés, d'ailleurs plus que beaucoup d'autres polices, ils sont armés. Est-ce qu'ils doivent rester armés ? Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est décidé, c'est dans la circulaire que nous avons signée avec Annie Genevard, et ça ne changera pas.
Ils resteront armés. Bien entendu. Bon. Ils resteront armés. Ce qu'on leur demande, c'est d'avoir un armement discret. On n'est pas obligé de mettre en avant son armement. Mais il est, pour des raisons de sécurité des agents et pour des raisons dans le cadre de leur intervention, puisque c'est aussi la police de la chasse. Donc par construction, ils sont face à des personnes qui sont armées. Ils doivent être armés. Nous avons eu historiquement des incidents, des agents qui ont été molestés, qui ont dû se défendre. Comme les policiers. Ce sont des policiers, les agents de l'OFB. Ensuite, deuxième chose, pourquoi certains agriculteurs se sentent démunis par rapport à certains contrôles? Parce que il y a des contrôles arriver sur votre exploitation. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Oui. Il y a des contrôles où vous pouvez vous retrouver en garde à vue. Parce que c'est la procédure pénale. L'Office français de la biodiversité ne fait qu'appliquer la procédure pénale. Alors que le droit français prévoit aussi une procédure administrative, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'en passer par la garde à vue. Et c'est là où on peut progresser, et c'est ce que nous avons proposé avec Annie Genevard pour dire, on peut faire, c'est comme lorsque vous vous garez mal sur une place. Faisons une sanction administrative qui est plus rapide et qui François Bayrou est allé un peu vite en besogne. Mais sans aller jusqu'au bout. Je veux préciser une chose, c'est que les équipes du Premier ministre ont reçu très rapidement les syndicats de l'OFB et leur a confirmé qu'évidemment c'est une institution qui a vocation à rester et qu'évidemment ils sont nécessaires à notre pays. J'ai quelques questions. Les ZFE, il y aura des aménagements ? Il y a déjà des aménagements, il y en aura d'autres ? Bien sûr qu'il y a des aménagements. Alors, là aussi, les ZFE, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de lutter contre des décès précoces. 48 000 Françaises et Français meurent chaque année à cause de la qualité de l'air. C'est l'équivalent de la ville d'Arras qui disparaît chaque année parce que la qualité de l'air est mauvaise. Et je peux vous dire que c'est pas ceux qui ont les moyens de se payer des maisons dans les quartiers qui sont isolés par rapport aux endroits où il y a le plus de circulation. Les ZFE, ce ne sont pas non plus ceux qui ont les moyens d'habiter en centre-ville. Deuxième chose, Jean-Jacques Bourdin, ce sont les collectivités locales qui définissent les ZFE. C'est dans leurs mains, c'est-à-dire qu'on ne leur impose pas les modalités. Elles peuvent définir les zones où on a des zones à faible émission et elles peuvent définir les dérogations qui sont possibles. Nous, vous êtes favorable de dérogations ? En fait, il faut de la souplesse. Et je le redis, moi je suis à la disposition, mais comme mes collègues Juliette Méadel, qui est très sensible notamment sur les quartiers politiques de la ville, c'est-à-dire que quand vous êtes en Seine-Saint-Denis, que vous avez une voiture critère 3 et que vous devez aller travailler, bien sûr qu'il faut trouver des solutions pour ces personnes. Et il n'y a aucun doute sur le fait que nous voulons trouver des solutions. Mais attention, c'est aussi au maire, c'est aussi au président d'agglomération de proportionner les mesures liées aux ZFE. Ne mettons pas tout à la charge de l'État. Le prix d'électricité baisse de 15%, oui, depuis le 1er février, on en a un peu parlé d'ailleurs. Grâce au RN, a dit hier Jordan Bardella, c'est grâce au RN ? Non, c'est complètement faux. Le prix de l'électricité baisse parce que le gouvernement a mené une politique qui a permis de relancer la production de l'électricité. Je rappelle qu'on produit nucléaire et renouvelable. On produit 30% d'électricité en plus. Mais la baisse quand même tient à la meilleure disponibilité du parc nucléaire français. Et oui, et qui l'a relancé ? Qui a travaillé ? Je suis bien placé pour le dire. Et à la baisse du prix du gaz utilisé pour produire le courant électrique. Oui, mais essentiellement à la relance de la production d'électricité en France, de la production de nucléaire et le bond de la production de l'électricité renouvelable. Nous consommons moins d'électricité que nous en produisons. Nous sommes le premier exportateur et ça a un effet immédiat sur la baisse des prix. En ce moment, nous exportons beaucoup. Nous exportons comme nous n'avons jamais exporté d'électricité au niveau européen. Oui, on a exporté près de 100 TWh l'année dernière. Alors, ça représente quoi, ça ? Ça représente à peu près 20% de notre production. Donc c'est gigantesque. Et on n'a jamais autant exporté. On exporte 20% de notre production. Exactement. Bon. Et donc cette politique, elle a eu un effet sur la baisse des prix. Et c'est aussi lié à la réforme du marché de l'électricité que j'ai portée au niveau européen contre les Allemands et sur lequel, avec le président de la République, nous avons obtenu un succès. En 2026, d'abord, est-ce qu'il y aura de nouvelles baisses cette année ? Alors, ou des hausses, je ne sais pas. Comme vous le savez, le prix de l'électricité, il est fixé, s'agissant du tarif réglementé, 2 fois dans l'année. 2 fois dans l'année, c'est pour ça que je vous pose la question. Et le 1er août. Et le 1er février, il repose sur toute la partie, coût de production de l'électricité. Le 1er août. Donc, a priori, il n'y aura pas de nouvelle baisse de l'électricité. Rendez-vous en 2026. Pas de nouvelle baisse le 1er août, pas de hausse non plus.
Alors, vous avez des éléments techniques. Pardon, vous avez des éléments techniques, mais notre objectif est évidemment de ne pas avoir de nouvelles hausses. Mais vous n'êtes pas sûr. Parce que vous avez des événements... Et en 2026, les prix seront plafonnés ? Alors, en 2026, là encore, je veux le dire, hein, les prix de l'électricité aujourd'hui sont orientés dans la bonne direction. Ils sont orientés à la baisse, c'est ce que nous voyons en 2026, 2027, 2028. Je suis précautionneuse parce que on a tous vu que la guerre en Ukraine... Parce que les prix de l'électricité nucléaire seront encadrés. Alors, c'est un peu plus subtil que ça, mais... Oui, mais... Jean-Jacques Bourdin, juste si je peux revenir sur un sujet. Allez-y. La guerre en Ukraine, personne ne l'avait vu venir. Et la guerre en Ukraine, elle a créé une crise majeure où on s'est retrouvé à produire moins d'électricité qu'on en consommait. Et ça fait monter les prix. C'est mathématique. Donc, dans les 3 ans qui viennent, je ne peux pas vous dire, croix de bois, croix de fer, les prix ne vont pas augmenter. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'avec ce qu'on a fait, et s'il n'y a pas d'événement aussi brutal que ce que on a vécu avec la guerre en Ukraine, les prix ont vocation à baisser. À baisser, bien. Je voulais vous parler de Nestlé. Le scandale des eaux minérales en bouteille. Le groupe Nestlé, je résume pour ceux qui ne sauraient pas, le groupe Nestlé, c'est Vittel, Épar, Contrex, Perrier, a commercialisé pendant des années des bouteilles labellisées eau de source ou eau minérale naturelle, alors qu'elles avaient subi des traitements de purification, des traitements interdits. Les eaux étaient contaminées, les eaux de source, les consommateurs ne le savaient pas. L'État avait-il connaissance des pratiques illégales du groupe Nestlé? Alors, moi, ce dossier, je ne le connais pas dans son entièreté, mais je peux vous dire que j'ai été à l'origine des enquêtes que nous avons lancées lorsque Nestlé a souhaité prendre contact avec le gouvernement. Fin de l'été 2021. Voilà. Donc fin de l'été 2021. Nestlé sollicite une rencontre avec votre cabinet. Exactement. Mon cabinet les reçoit. Dans la foulée, il demande à la Direction générale de la concurrence et de la consommation, de la répression des fraudes, de lancer une enquête. Je rappelle qu'elle a un rôle de police en la matière. C'est la police judiciaire de la justice sur les sujets de de loyauté commerciale, c'est-à-dire un mauvais étiquetage. Et deuxièmement, c'est moi qui ai exigé qu'on ait une enquête de l'IGAS, en plus, sur le volet santé, considérant que le ministère de l'Industrie n'était pas compétent en matière d'impact de santé. Et ce sont ces 2 enquêtes qui ont permis de comprendre exactement quelle était la nature des traitements. Donc, je peux vous dire, je m'inscris en faux sur le fait que nous avions connaissance avant ces enquêtes des traitements de Nestlé. C'est parce que nous avons pris ces enquêtes, c'est parce que nous avons mis la police sur le coup que on a pu progressivement faire la lumière sur la nature des traitements que faisait Nestlé. La Direction générale de la santé a alerté à plusieurs reprises, alerté l'exécutif sur l'illégalité des pratiques de Nestlé. Et l'autorisation d'exploitation et de conditionnement de l'eau n'a pas été suspendue. Alors, Jean-Jacques Bourdin... Oui. La limite de mon savoir s'arrête en mai 2022. C'est-à-dire que je n'ai pas eu accès aux pièces... Vous ne savez pas si Nestlé a discuté avec Matignon ou l'Élysée sur... Exactement, parce que j'ai changé de portefeuille. Je suis devenue ministre de l'énergie en 2022. Et comme il s'agissait de sujets qui sont couverts par le secret des enquêtes, je n'ai jamais eu accès aux pièces du dossier. Je leur dirai la vérité, c'est-à-dire celle-là. J'ai lancé immédiatement des enquêtes et à partir de mai 2022, je ne suis pas en situation de vous informer parce que pour des raisons évidentes, je n'ai pas eu accès aux pièces du dossier. Vous ne savez pas s'il y a eu lobbying ou pas auprès de l'Élysée ou auprès de Matignon. Je ne saurais pas vous répondre, vraiment. Vous ne saurez pas me répondre, c'est ce que vous direz à la commission d'enquête. Exactement. Qui souhaite vous en tête, vous répondrez d'ailleurs à cette demande. J'ai déjà répondu à la commission d'information qui avait été lancée et je le ferai évidemment en disant tout ce que je sais sur cette affaire. Dites-moi, la Commission européenne qui a payé des ONG pour pousser à l'adoption du pacte vert, vous étiez au courant de cela ou pas? Alors, absolument pas. Et je veux aussi dire une chose. La France, par exemple, s'est battue pour la reconnaissance du nucléaire par la Commission européenne et par les textes européens.
Je suis pas sûre que ce soit une mesure qui était très soutenue par certaines ONG, mais ça nous a pas empêché d'avancer. Donc je crois que je ne sais pas ce qui s'est passé. Et là encore une fois, il y a une enquête. Il faut qu'il y ait une enquête et il faut que les choses soient éclaircies. Mais ce que je peux vous dire, éventuelle. Ce que je peux vous dire, c'est que la France n'a pas besoin défend les intérêts de la France coûte que coûte, quelles que soient les pressions que peuvent exercer les uns et les autres au niveau des députés européens et au niveau de la Commission. Pour moi, c'est un non-sujet. Lorsqu'on est un gouvernement, on doit défendre les intérêts de son pays et on y arrive parfaitement. Cette négociation l'a bien montré. Oui, Agnès Pannier-Runacher, puisque vous parlez de défense de la France et de l'Europe, on voit les offensives commerciales de M. Trump. Pour l'instant, je ne vois pas encore de vraie réponse européenne. Elle va arriver, cette réponse européenne ? Pour faire une réponse européenne, il faudrait avoir une menace matérielle. Oui. Et à ce stade, on n'a pas de menace matérielle. On a des propos flous. Alors que c'est... Je ne sais pas. On a des propos flous. On n'a pas de menace matérielle. Flou. Pardon, j'avais pas bien compris. Des propos flous. Oui. C'est-à-dire que le président Trump dit qu'à un moment, il va s'adresser à l'Europe et il n'a pas précisé quelle était sa pensée sur l'Europe. Donc, on aura évidemment une réponse, et moi j'appelle de mes voeux qu'on ait une réponse forte. Dans un rapport de force, il faut être capable de tenir sa partie de... Ça veut dire, s'il y a droit de douane, on fait de même. Vous savez, comme on l'a fait sur un certain nombre de dossiers, je pense notamment à des dossiers dans l'aéronautique, quand il y a eu des enquêtes sur Airbus, on a répondu par des enquêtes sur Boeing. Et à la fin, on gagne. Tiens, à propos d'avions, vous avez vu la protestation des petits aéroports de province, du monde de l'aéronautique, contre la taxation supplémentaire sur les billets d'avion? Que leur répondez-vous? Il dit c'est une catastrophe pour notre secteur. Alors, je réponds deux choses. La première chose, c'est qu'ils ne peuvent nier que cette taxation, elle a été discutée, et moi j'étais dans le gouvernement Barnier, qu'elle a été discutée avec l'ensemble des acteurs. Donc, elle ne tombe pas du ciel. Et justement, on a pris en compte, par exemple, les déplacements vers la Corse ou les déplacements vers l'outre-mer, qui sont pas... impactés. Voilà. Et la deuxième chose, c'est de dire de quoi s'agit-il? D'augmenter de quelques euros, le prix en classe économie et de quelques dizaines d'euros le prix en classe affaires. Et je pense que tous les Français qui n'utilisent pas l'avion aujourd'hui préfèrent que l'écologie, on le fasse sur ceux qui ont les moyens de prendre un vol en classe affaires pour aller loin, parce que c'est de ça qu'il s'agit, plutôt qu'on augmente le prix du gaz ou le prix du carburant. Le prix du gaz, d'ailleurs, ça va donner quoi là, dans l'année qui vient ? Le prix du gaz, c'est une très bonne question parce que nous sommes totalement dépendants de notre fourniture vis-à-vis de l'international. Et toujours de la Russie d'ailleurs. Et non, assez peu de la Russie en réalité. Mais encore. Non, Jean-Jacques Bourdin, nous sommes... Non. Nous réceptionnons du gaz russe, mais c'est pour le renvoyer vers l'Allemagne. Nous consommons très peu de gaz russe. En revanche, c'est une façon de redire que l'électricité, c'est nous qui produisons, et donc nous sommes capables d'en piloter le prix beaucoup plus que le gaz et le pétrole, parce que nous sommes dépendants. Et c'est pour ça qu'il faut aussi entamer la transition écologique et la transition énergétique pour des raisons de pouvoir d'achat. Ce qu'on produit en France, on le maîtrise. Ce qu'on importe de l'extérieur à 99%, vous n'avez pas assez qu'on soit, dans certaines régions françaises, pollué par les émanations allemandes dues au charbon? C'est une très bonne question. Mais oui, c'est une très bonne question. Parce que ça franchit les frontières, Tout à fait, et je fais partie de ceux qui estiment qu'il faut aussi rappeler les conséquences de l'utilisation du charbon sur la santé des Françaises et des Français. On l'a dit. Et par ailleurs, vous savez que l'Allemagne a réduit de 30% son utilisation du charbon l'année dernière. Donc, bien. Merci Agnès Pannier-Runacher d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 9h.